Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatine TV pour cette 11e émission. Oui, déjà, ça va très vite. J'ai le grand plaisir d'accueillir, comme à chacune de nos rencontres, deux personnes, un homme et une femme qui vient parler tout simplement de leurs initiatives, de leurs activités à l'aune de la réflexion que nous allons nourrir ici ensemble. Honneur aux dames, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Romano. Elle est comédienne, metteuse en scène. Elle est également auteure, mais aussi et surtout directrice artistique de Forteresse ASBL. Anna Romano, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Al Mouatine. Merci infiniment aussi à vous, Coco Baleko. Vous êtes le représentant France du mouvement citoyen Filimbi. Bonjour. Bonjour, monsieur Henri. Alors ensemble, nous allons évidemment parler de vos activités, de vos actualités respectives, et je vais donc tout naturellement me tourner vers vous, Anna Romano. On va un peu parler de Forteresse ASBL, dont vous êtes la directrice artistique. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Donc, Forteresse ASBL, d'abord, est né un peu comme un jeu, un défi. On cherchait un nom pour identifier les intentions qu'on avait. Et donc, elles étaient belliqueuses, hein, Forteresse. Oui, un peu si tu veux, non, mais un peu moins que ça. Forteresse est plutôt entendu comme un lieu de protection aussi. Tout à fait. Et donc, l'idée était de protéger les artistes qui sont indépendants, privés d'une famille de théâtre spécifique et qui, en plus, en faisant preuve d'engagement social et politique, très souvent sont pas vraiment trop bien vus de les structures publiques. Et donc là, on a créé un groupe à la base qui se faisait fort ensemble dans l'idée de faire du théâtre citoyen. Or, par théâtre citoyen, moi je pense au théâtre grec, où politique, société et création allaient ensemble. C'est un peu différent aujourd'hui peut-être. Et donc voilà, on s'est retrouvés autour de ce projet. Et à savoir que le président de notre association, de notre ASBL, c'est un des plus grands scientifiques belges, et même au niveau mondial. C'est le plus grand expert de recherche contre l'Alzheimer. Je suppose que vous allez nous donner... Pascal Klinenkampard. D'accord. Alors, on a bien compris donc qu'il s'agit d'une ASBL de création et de production artistique pluridisciplinaire. Oui. Alors, parmi justement les disciplines artistiques qui sont mises en évidence au sein de cette structure, pouvez-nous en citer quelques-unes, par exemple ? Déjà, si je peux être plus précise, le théâtre que je côtoie est un théâtre de recherche et un théâtre expérimental. Donc, c'est un théâtre d'abord qui mélange les arts, parce qu'ils aiment bien faire des patchwork, et chaque élément utilisé a valeur dramaturgique. On peut écrire une histoire avec les mots, avec le mouvement en scène, avec la danse, avec la chorégraphie, avec la vidéo, avec les sons, tout ça mis ensemble est sémantique et fait du sens. Et donc, le mélange des arts donne un produit fini, plus complexe, mais qui, à mon avis, correspond plus fortement aux besoins du public d'aujourd'hui. Parce qu'on est tellement habitué aux fenêtres d'Internet qui s'ouvrent les uns dans les autres qu'une narration simplement linéaire va vite ennuyer le public. Donc, comment le garder bien pétillant en face à quelque chose qu'on a envie de raconter, ou plutôt de questionner, parce que ça, c'est le point d'attaque artistique qui m'est plus proche. Je crois qu'il faut le faire justement en le tenant quand même vivant. Je suis pour un théâtre qu'on peut définir populaire, dans le sens que pour moi, le théâtre, le côté intellectuel, il s'exprime aussi de manière très simple. La chose importante, c'est de toucher empathiquement aussi le public. Donc, si on veut qu'un message passe de l'autre côté, il faut faire en sorte qu'on nous comprend. Ça sert à rien de faire les intellectuels tout court et sortir du théâtre avec l'idée qu'on aurait compris. Et après, c'est pas tout à fait. Alors, effectivement, on a bien compris, le fil conducteur, c'est bien évidemment l'engagement citoyen. Vous parliez de théâtre citoyen. Au fond, vous êtes engagé, tout simplement, quand on fait passer des messages dans le cadre artistique, il y a une démarche cohérente qui est suivie. Alors, et précisément, quel est ce message sous-jacent, justement, qui motive au fond cette démarche au sein de Forteresse ASBL ? Je fais référence immédiatement au projet européen auquel on travaille. D'un mot, parce qu'on va y revenir, mais ce serait vraiment pour vraiment fixer les idées. Oui, c'est la polyvocalité. C'est le fait que l'union fait la force. Tout seul, on souffre. Avec les autres, on en suit la même ligne, on est cohérent et on est ensemble, on est sûrement plus fort, comme les citoyens. Polyvocalité, c'est aussi l'occasion effectivement de se rendre compte au fond de ce dont il s'agit. On va regarder très rapidement un court extrait de ce concept révolutionnaire. Polyvocal.
Polivocale. Polyvocal. 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 No, polyvocal. 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 No stadio. No polyvocal. 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 La serie. Polivocalitat. Polivocalidad. Polyvocality. Polivocalismo. Y polivocal al revés. Polyvocal. Los polivocales. Polyvocal strategies. Polivocalismo. ¿Tú dices quién soy yo y tú quién soy? Sí. Yo tú primero, yo a ti. Vale, tú, no, yo. No, yo a ti. No, tú y yo. No. Vale, Somos polivocales por naturaleza. Talmente tanto che sento tante voci. Quindi sento tante voci nella testa. E quindi la mia testa inizia a pensare in maniera polivocale. Voilà, Anna Romano, c'est impressionnant, hein, parce qu'on voit quand même là des personnalités, et non des moindres, qui se prêtent au jeu, finalement. Alors, tout à fait, parce que le scout le plus déchaîné dans la vidéo qu'on a vue, oui, c'est quand même Pep Gattel, qui est le fondateur de la Fura del Baus, qui est la plus grande compagnie de théâtre de richesse espagnole depuis 40 ans, et c'est un personnage qui est connu dans le monde. Et au moment de la création, au moment du travail, c'est vraiment un enfant heureux. Et donc, pour moi, ça a été depuis ma jeunesse, parce qu'il y a quand même un bon écart d'âge entre moi et lui. Il a toujours représenté vraiment un point de référence. Ça a été toujours dans son produit artistique, mais aussi en tant que personne, quelqu'un qui me donnait envie de suivre une ligne, peut-être un peu à risque, hein, mais nouvelle. Et qui était pleine de rencontres, d'engagement. C'est vraiment, moi je dirais que c'est un peu vraiment le papa de la recherche. Alors précisément, Anna Romano, avant de céder la parole à Coco Balico, si vous deviez définir la polyvocalité en quelques mots. Ah ben la polyvocalité, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Une chose produite par tous ensemble. D'accord, ça peut être la même chose avec des nuances différentes. Tout à fait. Bien, évidemment, quand on met beaucoup de personnes ensemble et beaucoup d'idées ensemble, il y a des contradictions. Et qu'est-ce que ce serait ennuyant de vivre dans une société qui n'en a pas d'ailleurs? Effectivement, une société qui précisément se décline de manière riche, diverse et variée. C'est aussi le sens du combat que mène Coco Balico, qui est le représentant France du mouvement citoyen congolais Filimbi, fondé en 2015. Je me tourne vers vous, Coco Balico. Merci encore une fois d'être présent parmi nous. Quel est le sens de votre engagement? Parce qu'on sent très bien que vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné, vous êtes attaché aux valeurs humanistes, mais aussi et surtout à la nécessité d'instaurer un état de droit dans votre pays, la RDC. Merci pour la parole. Nous voulons juste éveiller ces consciences au niveau de la population, surtout au niveau de la jeunesse. Nous avons remarqué que notre population n'a pas cette conscience collective qu'a d'autres nations. Et nous voulons combler ces déficits au niveau de notre population et surtout au niveau de notre jeunesse. Alors, ceux qui vous suivent depuis maintenant 3 ans situent, je dirais, la création de votre mouvement à un épisode très particulier qui s'est déroulé, je crois, au mois de mars 2015. Effectivement. Sous votre contrôle. Hein. Pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte? J'aimerais commencer dès le début pour que les gens comprennent facilement. Tout à fait. Je vous en prie, allez-y. Il y a eu un groupe de jeunes face à la situation qui s'est présentée au niveau du pays, se sont dit que nous devons nous mettre debout. Nous devons nous réveiller, essayer de réveiller les autres et de bouger un peu les cocotiers. Nous nous sommes réunis le 14 et le 15 mars 2015. Tout à fait. Et pour ça, on a fait appel à nos amis de Ballet Citoyen et de Yanamar pour qu'ils viennent un peu nous épauler. Alors, le Ballet Citoyen, c'est un mouvement citoyen burkinabé. Et Yanamar, c'est du Sénégal. Hein, si Sénégal, oui. D'accord. On a vu ce qu'ils ont fait chez eux. On a vu ce que Yanamar a fait au Sénégal. Yanamar a empêché à ce que le président Ouad puisse briguer encore un autre mandat. Et Ballet Citoyen a chassé les dictateurs
Blaise Compaoré. Au Burkina Faso, tout à fait. Et nous nous sommes retrouvés devant presque le même cas de figure. Nous sommes dit, leur aide pourrait nous aider. Et nous nous sommes réunis. Le 14, ça s'est bien passé. Malheureusement, le 15, il y a eu la police et les services de renseignement qui sont venus et ils ont arrêté des gens. Ils sont partis, ils ont emprisonné certains et d'autres, on les a libérés quelques jours après. Et bon, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Mais les deux représentants du mouvement citoyen, notamment les citoyens, donc, et il y en a ils étaient au nombre de 4. Ils ont été expulsés. Hein. Ouais, ils ont été d'abord arrêtés et expulsés après. D'accord, donc il y a eu une petite crise diplomatique d'ailleurs entre les RDC, le Burkina et le Sénégal. Le Sénégal. 3 ans, nous sommes en 2018, vous avez bien évidemment été en première ligne, notamment en 2016, au moment où l'élection présidentielle devait se faire, qui n'a pas eu lieu, on rappelle, c'était le 28 novembre 2016. Finalement, il y a eu le fameux dialogue de l'OUA, ensuite il y a eu les fameux accords de la CENCO du 31 décembre 2016, avec le recul aujourd'hui. Est-ce que le pays est plus proche, je dirais, d'une issue heureuse en termes d'organisation de scrutin, ou est-ce qu'au contraire, de graves hypothèques pèsent encore sur le processus électoral, Coco Baleko? Il y a un organe étatique qui est chargé d'organiser les élections qu'on appelle la CENI chez nous. La Commission électorale nationale indépendante, on rappelle. A publié un calendrier selon lequel les élections doivent se tenir le 23 décembre 2018. Dans 8 mois. Mais nous devons rappeler les contextes dans lesquels la CENI a publié les calendriers. C'était lors de la visite du secrétaire d'État, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Madame Nikki Haley. En arrivant au Congo, elle a fait pression sur le gouvernement et la CENI a publié les calendriers. Vous pensez que c'est à cause de sa visite que le calendrier a été publié? Oui. Pourquoi nous le disons? On demandait depuis tout ce temps à la CENI de publier un calendrier. La CENI trouvait des excuses pour ne pas publier les calendriers. Quand l'ambassadeur des États-Unis est arrivé à Kinshasa, elle a fait pression sur le gouvernement. Et ils ont sorti ces calendriers. Mais seulement, ils ont piégé ces calendriers avec des contraintes, plus de 12 contraintes, en disant si ces contraintes ne sont pas élucidées, il n'y aura pas des élections. Et nous croyons qu'il n'y aura pas des élections. Nous pensons qu'il n'y aura pas des élections. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Parce qu'on a déjà retardé d'une année les élections, un calendrier providentiel, mais imparfait, vous venez de le dire, a été publié. Si l'élection n'a pas lieu le 23 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe? Ça sera l'impasse. Ça, c'est clair et net. Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement des négociations politiques pour essayer d'aplanir le différend et essayer d'impliquer toutes les parties prenantes, je dirais, au processus, selon vous. Nous ne sommes pas pour les négociations. On l'a fait en octobre 2016. On l'a fait en décembre 2016. Pour quel résultat? On a vu là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de résultat. Pour nous, nous devons rentrer dans le cadre légal. C'est-à-dire, la Constitution a prévu des cadres dans lesquels le président, si on n'arrivait pas à organiser les élections, il y a tout un mécanisme pour remplacer le président en place. Ça n'a pas été respecté. Et vous voulez qu'on revienne à cette lecture légaliste de la Constitution? C'est le moindre mal. Ça a un avantage de faire respecter la Constitution et de mettre tout le monde d'accord. Parce que tout autre cadre, ça serait anticonstitutionnel. Nous demandons à ce que nous puissions revenir à ces cadres-là. Et quand ça va revenir à ces cadres-là, on aura une alternance paisible. Alors, pour dire les choses très simplement, d'empêchement provisoire ou définitif, on va dire ça comme ça, le chef de l'État est remplacé dans ses fonctions par le président du Sénat. Oui. C'est ce que vous défendez comme idée. Donc, on revient à cet article de la Constitution, je pense que c'est l'article 73, si je ne m'abuse, qui dispose cela. Est-ce que vous pensez que c'est une solution vers laquelle les partis politiques, par exemple, je rappelle que vous n'êtes pas un parti politique, mais vers laquelle les partis politiques pourraient éventuellement s'orienter? En principe, ça devrait être ça. Je dis bien en principe.
Mais il s'est posé un problème. Le président du Sénat, selon la loi, reste légal, mais n'est plus légitime. Et les politiciens n'ont pas voulu à ce que le président du Sénat puisse prendre le pouvoir, comme le dit la Constitution d'ailleurs, pendant une période maximum de 120 jours. Et le président du Sénat aura pour mission d'organiser les élections. Mais les politiciens n'ont pas voulu parce que le président du Sénat avait un nom qui s'appelait Kengo. Si c'était Tshisekedi, je pense que les choses seraient autre chose. Et maintenant, on est dans cette impasse, on ne sait plus rentrer en arrière. C'est pourquoi nous avons suggéré qu'on fasse une transition sans Kabila. Pourquoi? Parce que nous pensons que Kabila est aujourd'hui l'obstacle majeur pour que nous puissions aller aux élections libres et démocratiques. Si le verrou Kabila sautait, je pense que des candidats ou comment je peux dire, des citoyens qui veulent se présenter, qui veulent briguer la magistrature suprême, vont le faire en toute indépendance et en toute liberté. C'est le président Kabila qui est, à l'heure actuelle, l'obstacle majeur. Alors précisément, vous avez mené de nombreuses actions sur le terrain. On va voir quelques extraits de vos actions, donc aussi bien à l'est de la RDC que dans la capitale. Le but de ma visite en RDC, c'est juste pour partager le thème jeunesse et citoyenneté, en parenthèse, civisme. Au-delà de l'objectif de partage et d'échange, nous étions partis aussi pour participer au lancement d'un mouvement qui s'appelle Filimbi, qui veut dire en swahili le sifflet. Maintenant, il est temps de siffler le Filimbi. Arrêtons la violence. Le Congo, l'Afrique centrale de manière générale et partout en Afrique, les armes ont trop parlé. On a été traité autrement, menotté avec le frère du Sénégal, Fadel, on a pris les mêmes menottes. Ils nous ont balancé là-dedans. D'ailleurs, en nous balançant, il y avait un autre qui disait « Ah, voilà !» Quand il m'a vu, ah voilà, c'est comme s'il nous cherchait, il savait qui il venait voir en fait. Le mouvement Y en a marre et le ballet citoyen, on a été mis dans la même voiture et menottés direction l'ANR. Et c'est là-bas qu'on a été photographié et ensuite mis en prison. Il m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi on vous a arrêté? Je dis non. Est-ce que je peux connaître les motifs d'inculpation? On te met en prison sans que tu saches. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas de droit de visite. Tu es là et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. On nous sépare d'ailleurs. On a été séparément incarcérés. Les Sénégalais à part, les Congolais à part, le Burkinabé à part. Ce sont ces stratégies pour te torturer moralement. Et ce sont des spécialistes à la matière. Et moi, je sentais souvent les regards de haine de certains parmi les policiers. Un agent de l'ANR est venu vers moi. Il m'a donné un coup de pied comme ça et il me dit « Nous sommes des Congolais. Vous êtes venus nous déstabiliser, mais nous, on ne va pas se laisser faire. » Il faut impérativement les libérer. Et il faut que les décideurs, les autorités congolaises sachent et comprennent une bonne fois pour toutes qu'ils ne peuvent pas et en aucun cas arrêter l'élan de cette jeunesse. Nous n'implorons pas, nous exigeons au nom de la justice, au nom des droits humains. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour les libérer, mais c'est pour que la lucha et le Filimbi particulièrement puissent continuer à exister au Congo. Ils peuvent essayer de les ralentir, ils n'y parviendront pas. Parce que la jeunesse africaine est maintenant émancipée, elle est réveillée, elle a une conscience. Elle est consciente, elle comprend les enjeux et elle va se battre. On ne va pas les laisser faire.
Je vois que la motivation reste intacte, bien évidemment. On va y revenir, bien évidemment, parce que il se trouve que vous avez en commun avec Anna Romano le fait d'avoir participé tous les deux, récemment d'ailleurs, c'était dans le cadre du festival consacré à Thomas Sankara, vous avez participé à un débat sur l'héritage de Thomas Sankara et sur, je dirais, les perspectives pour une Afrique nouvelle. Je me tourne vers vous, Anna Romano. On va rester évidemment dans le cadre de l'engagement citoyen qui est le vôtre, et ainsi que toutes les initiatives que vous prenez dans ce sens. Mais je crois aussi savoir, et je pense qu'il est important que nos téléspectateurs le sachent, vous êtes quelqu'un aussi de très attaché à la personnalité de Thomas Sankara, son héritage qui vous a marqué. Dites-nous en quoi ce personnage emblématique vous a séduit. Alors déjà, en jeunesse, je crois que puisqu'on est encore assez vierge vis-à-vis des compromis que la vie en représente par la suite, on est bien plein d'idéal, non? Idéaux, je crois en français, c'est un erreur que je fais tout le temps. Idéaux. Idéaux. Et je trouvais que la parole de Thomas Sankara, elle était parfaite de l'âge que j'avais. Elle me remettait exactement à l'endroit de la justice et de la justesse des choses. Qu'il s'agit de la gestion du pouvoir, d'une gestion économique du pays, de la vision de la femme. Je crois que c'était la parole la plus illuminante et la plus démocratique qui donnait à l'époque vraiment dignité à la femme. Et c'était merveilleux que ça venait de l'Afrique. Hein, je trouvais ça vraiment... Il savait nommer les choses. Exactement, mettre les mots au bon endroit et pour la bonne cause. Je trouve ça une qualité extraordinaire. Il n'était pas en avance sur son temps. Je trouve que gravement, d'ailleurs, il a payé cher. Ou est-ce que c'est nous qui étions en retard par rapport à ça? C'est la deuxième question. Toujours d'actualité. Je crois qu'il y a des gens qui sont clairvoyants. Je veux dire, on revient en arrière dans l'histoire, il y en a plein. Moi, j'ai une autre référence importante, qui est par exemple Rosa Luxembourg. Elle-même est en avant. Coco Baleko, Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un modèle, c'est un exemple pour nous. Je ne pense pas qu'il était en avance par rapport à son temps. Il a compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Et ce qu'il revendiquait, c'était par rapport à son temps aussi. Parce que qu'est-ce qu'il revendiquait? Il voulait que l'Africain puisse consommer africain. C'était inconcevable pour lui que en Afrique, nous sommes en train de produire des tissus, nous laissons nos tissus pour s'habiller à l'européenne. Pour lui, c'était inconcevable. On ne pouvait pas se développer tout en important tout de l'Europe ou de l'Occident. Il voulait assez que l'Africain puisse se prendre en charge. Il voulait assez que l'Africain puisse comprendre que son bonheur ne dépend pas de ce qui vient de l'extérieur, mais de se contenter de ce qu'il a dans son pays. Et pour ça, c'est vraiment un modèle. Et on a vu pendant ces 4 ans de règne comment il a pu transformer la société burkinabé. Et nous rêvons de ça. Nous voulons aussi que le Congo, par exemple notre pays, soit transformé comme ça, que les hommes se mettent au travail et que les choses changent d'une façon positive. Alors Anna Romano, je reviens vers vous parce que vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, notamment lors de ce débat auquel vous avez participé, en disant que les idées de Thomas Sankara avaient fortement influencé la gauche italienne. Racontez-nous. Si, bon, c'est un peu une anecdote. Oui, c'est une anecdote, mais ça nous intéresse, allez-y. C'est vrai aussi qu'en Italie, on a une partie de la gauche qui garde une foi, et donc on a les catto-communistes. C'est une chose qui est une exclusivité italienne. Là, je crois que la présence du pape sur le territoire vaut son poids. Et donc la gauche italienne qui garde sa relation avec la foi avait justement en Thomas Sankara une référence plus importante que les Tchèques étaient trop communistes, et donc extrêmement trop à gauche, vraiment trop glissés. Et au point que il a été titré le Christ noir. Il est appelé le Christ noir. Le Christ noir parce que il est complètement dans le pas de l'évangile. Pour nous catholiques qu'on a eu ce genre d'éducation, on reconnaît dans les choix, dans l'engagement et même dans le martyr final, un parcours assez proche à celui-là du Christ. Donc la définition lui allait bien. C'est vrai que ce n'est pas la partie qui m'a charmé le plus. D'accord. Déjà parce que je pense que ça serait tellement beau d'arrêter d'avoir des martyrs. Parce que oui, ça remplit les livres d'histoire, mais ce sont des vies ravagées et perdues sur la route.
Après, comme je disais à mon collègue, je trouve merveilleux l'engagement dont il a le courage, parce que ce n'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, je crois que l'Europe devait vraiment apprendre ça de l'Afrique. On est tellement bien assis, on est tellement dans ce, comment dire, dans un agréable quotidien, en dépit de toutes les plaintes dont on est capable, qu'on l'a oublié cet engagement. On a oublié la prise de risque qui est nécessaire à un citoyen qui s'engage au quotidien, qui fait des choix et qui les assume et qui se engage pas derrière un État qui te protège tout le temps. Mais voilà, la responsabilité de l'individu face à ses choix et face aux choix des autres. Alors justement, c'est intéressant parce que il se trouve que vous, Coco Belleko, lors de ce même débat auquel j'ai participé, vous aviez une différence de fond avec notamment la Lucha par rapport à la prise de responsabilité. Alors pour résumer, donc la Lucha réfute toute idée de participer à la gestion de l'affaire publique. Ils sont plutôt dans un rôle de lanceur d'alerte pour éveiller les consciences. Mais par contre, vous, à Filimbi, vous êtes beaucoup plus, je dirais, disposé à prendre vos responsabilités, jusqu'à même soutenir l'un des vôtres qui serait engagé politiquement. Oui, effectivement, parce qu'on s'est dit, pourquoi nous nous battons? Et nous ne pouvons pas changer de choses en dehors du système. Il faut qu'il y ait des décideurs qui soient de notre obédience, par lesquels nous pouvons demander de voter des lois en faveur de la population. C'est très important. Or, la Lucha n'est pas dans cette logique-là. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Nous sommes apolitiques. Les mouvements, Filimbi en soi, est apolitique. Mais vous faites de la politique. Pas d'une manière active. Donc vous n'êtes pas apolitique. Si, nous sommes apolitiques. On n'est pas politicien de manière active ou de manière professionnelle, comme les font les autres. Mais nous sommes juste des citoyens qui revendiquent leurs droits et qui comprennent, à côté de droits, ils ont des obligations. C'est juste ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des politiciens professionnels comme les autres politiciens. C'est ça la différence. D'accord. Alors, on arrive au terme de notre échange. Je reviens vers vous, Anna Romano. Vous avez 2 projets en cours, alors sans trahir un secret. Alors, parlez-nous-en, mais assez brièvement. Et à quoi peut-on s'attendre, d'abord, dans votre agenda pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, je reviens justement à l'engagement citoyen. Oui. Et je reviens au fait que, étant citoyen, on ne peut ne pas être des animaux politiques. Quand on oublie ça, on commence à avoir une société comme celle dans laquelle on vit. Voilà, ça c'est peut-être pas tout à fait sympa, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc les projets que je mène avec Fortress, avec mes collègues, d'abord en qualité de personnes en action, ne sont jamais que mes projets. Souvent je suis celle-là qui lance l'étincelle, mais les autres s'embrasent, donc ça veut dire que ça marche. Je considère que chaque projet est le résultat d'un travail collectif, que ce soit dans l'écriture d'un dossier comme sur le plateau. Le fait que je suis le metteur en scène ou le dramaturge ne me donne pas plus de pouvoir. Donc finalement, mon côté gauche, de gauche fait en sorte que l'équipe puisse travailler de manière harmonieuse et en produisant, en donnant le mieux de ça, et ça, je crois à fond. Surtout que les personnes qui participent à n'importe quel projet, que ce soit le premier ou le deuxième. Bien sûr. Vous n'avez toujours pas dit de quoi il s'agit. Alors, le premier projet, on a une belle étape de travail de recherche justement à Barcelone au mois de juin, invité par la Fora del Baus à leur fondation qui s'appelle Fondation Epica. Je vais diriger un workshop de recherche, voilà. On le fera autour du titre d'un texte qui a été écrit par 4 auteurs d'origine et de cultures très différentes ensemble, donc pour les polyvocalité, dans le cadre du projet de cofinancement européen dans lequel je représente la Belgique. Voilà. Tout à fait. Le projet s'appelle EU Collective Place et le texte s'appelle Leaves, comme les feuilles. C'est un peu un genre de mots sur le partir, sur les parties, voilà. Et le moteur de Leaves était un questionnement autour du changement qui est apporté par le voyage, que ce soit un voyage dans la vie ou que ce soit le voyage du migrant. C'est à la base, déjà que dans ma compagnie, il n'y a que des migrants, européennes ou non, mais je pense vraiment que le côté migrant, c'est la chose qui est moteur dans l'être humain. Est-ce que l'humanité aurait survécu si on n'aurait jamais bougé de l'endroit où on est parti? Je ne crois pas.
Donc je crois qu'il y a une valeur qui est très importante historiquement et politiquement, qui est dans le mot migrant et qui est... la mobilité, en fait. Qui est la mobilité et qui est maltraitée. Parce qu'aujourd'hui, ça devient une tâche, ça devient un adjectif. Elle devient de plus en plus codifiée, cette mobilité, puisqu'il y a de plus en plus de barrières, en fait. Donc en effet, Livres est un questionnement sur la migration, sur les raisons de la migration, mais surtout sur les faits en termes de l'humain. Et qu'est-ce qui se passe à l'être humain qui est forcé à tout quitter, à changer. C'est quoi les rapports de force ou de peur entre la personne qui débarque, mais aussi la personne qui reçoit et qui n'est pas préparée justement, et qui est un citoyen qui n'est pas préparé à l'accueil, à comprendre et les raisons du voyage et les besoins de la personne à l'arrivée. Parfois on est ridicule dans nos aides. Enfin, franchement, on passe vraiment pour des clowns, parce qu'on essaie de donner la main là où on aurait besoin de faire vraiment autre chose. Donc c'est des deux côtés qu'on n'est pas préparé. Donc c'est un questionnement autour de ça. Donc il y a 4 auteurs, Aboud Saïd, qui est un très connu blogueur syrien, Stéphane Nortelli, qui est un auteur franco-suisse, Françoise Berlinger, qui est une auteure et comédienne extraordinaire, d'ailleurs belge, et Maria Pia Selvaggio, qui est une poétesse italienne. Donc les 4 ensemble ont travaillé à la construction, dirigée par moi, parce que j'avais des idées précises, mais ils ont écrit chacun à leur manière une partie du texte. Donc on a un texte qui est un peu hétéroclite à l'écriture, qui est un patchwork polyvocal, mais qui raconte une histoire du début à la fin. Avec beaucoup de métamorphoses, beaucoup de changements, et par la personne qui accueille et par la personne qui arrive. Donc voilà. Mais tout cela est très passionnant. Alors dites-nous, Anna Romano. Deuxième projet. Le deuxième projet, c'est Men in the City. C'est une première absolue en langue française d'un texte qui était un carton avec ses raisons au Royaume-Uni et qui est un texte génial parce que le focus et l'intérêt de l'auteur est, au-delà du traitement du texte, voilà, et de la dramaturgie, est vraiment de se questionner sur la solitude des hommes au cœur des métropoles. À quel point l'homme construit une ville et à quel point la ville détermine la vie de l'homme jusqu'à la déformer. Et donc c'est un peu comme la bataille entre Héraclès et l'hydre. Héraclès part à la bataille pour tuer l'hydre, donc la bête, et puis au fur et à mesure il réalise que la bête qu'il cherchait, il marche dessus. Un des 12 travaux d'Hercule, l'hydre de Lerne, effectivement. Exactement. Et donc voilà, je trouve intéressant le fait que dans des grands métropoles où on a tout à notre disposition, de la salle de sport aux amis à la porte à côté, finalement, il y a énormément de suicides parce qu'on vit d'une solitude toute particulière, parce qu'on est enchaîné. Une forme de déshumanisation, en fait. On est enchaîné à c'est un peu drôle comme jeu de mots, mais on est enchaîné à la vitesse que la métropole nous demande en termes de production. Et on travaille ça de plus en plus pour avoir de plus en plus qu'on ne sait pas vivre, parce qu'on n'est même pas à la maison. Regardez la télé que nous a coûté. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on parle de déshumanisation, c'est ce contre quoi vous luttez au niveau de Filimbi, une déshumanisation du pouvoir à l'égard notamment des populations lorsqu'elles démissionnent notamment de ces fonctions et missions régaliennes. Je vais vous donner l'opportunité à vous, donc Coco Baleko, de pouvoir conclure en tout cas notre rencontre de ce jour. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire par rapport à ce qui attend les Congolais dans les prochains mois et quelle sera l'attitude de Filimbi à cet égard? Les Congolais n'attendent que la liberté, la paix et qu'on s'occupe de leur social. Ce qui fait défaut dans le chef de nos dirigeants. C'est pourquoi nous demandons à notre population de se réveiller, qu'ils n'attendent pas un homme providentiel, parce que les hommes providentiels n'existent pas. Qu'ils se réveillent, que chacun puisse prendre ses responsabilités là où il est, dans son domaine de prédilection. C'est ce que nous attendons de notre population. Et nous demandons à nos amis de la communauté internationale de ne pas être hypocrites. On attend des actes forts de leur part. Parce que jusque-là, nous avons l'impression comme si on nous a abandonnés. Pas plus qu'hier, en Angola, il y a eu une rencontre avec le dirigeant de la SADC. Des conclusions, ça, comme on dit, la montagne a accouché d'une souris. Et on a comme l'impression on nous a abandonnés. C'est pourquoi nous demandons à notre population de se réveiller, vraiment de se prendre en charge. Parce que le salut ne viendra pas de l'extérieur.
C'est ce que nous demandons de la population. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Coco Baleko. Je rappelle que vous êtes le représentant Filimbi pour la France. Merci à vous, Anna Romano, directrice artistique de Fortress ASBL, qui est donc cette structure de création et de production artistique multidisciplinaire. Je pars sous votre contrôle. Merci à vous deux d'être passés sur le plateau d'Al-Mouatine. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ce sera pour notre 12e rendez-vous dans Horizon Intellectuel. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Merci. Merci.